Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première webconférence du cycle Conduite de projet pour l'emploi organisé par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Je suis Christophe Rochard, chargé de mission sur l'emploi à PQNA et je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Laurine Brun, chargée de mission sur l'inclusion numérique. Bonjour Laurine. Bonjour Christophe, bonjour à tous, bienvenue. Peut-être avant de commencer, on va se présenter. Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un centre de ressources régionales sur le développement territorial et notre mission, c'est de faciliter le déploiement des politiques publiques dans les territoires à travers plusieurs missions, à la fois de la mise en réseau d'acteurs, du partage d'expériences, de la production d'analyses, notamment par des experts. Et donc, nous vous partageons régulièrement plusieurs sortes de contenus, des articles, des comptes rendus, des vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur notre site internet Pays Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, notamment sur la page thématique dédiée aux dynamiques territoriales pour l'emploi, ainsi que sur la lettre d'information. Je vous invite à vous y inscrire pour recevoir tous les mois des informations, des actualités, des appels à projets aussi. On vous mettra tous ces liens dans le chat. D'ailleurs, en parlant de chat, Christophe, je te laisse nous expliquer un peu les consignes techniques de ce jour. Ouais, je vous rappelle quelques règles techniques pour faciliter la fluidité des échanges. Donc, vos micros sont coupés. Donc, pour intervenir, vous intervenez dans le chat pour des remarques plutôt d'ordre technique et dans la rubrique questions pour faire des commentaires sur le fond et poser des questions à nos intervenants. Et nous sélectionnerons quelques questions au fur et à mesure des échanges. Tout à fait. Merci Christophe pour ces petites précisions techniques, mais qui sont néanmoins importantes. Peut-être nous rappeler dans quel cadre s'inscrit ce webinaire ? Alors oui, quelques éléments de contexte. En fait, on démarre un cycle aujourd'hui qui donc démarre le 1er avril et qui va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. C'est un cycle qui est né suite à de nombreux échanges avec des professionnels au cours de l'année 2021, où les acteurs parlaient souvent des mêmes sujets qui étaient un petit peu compliqués pour eux, autour de la gouvernance, de l'animation locale et de la coopération entre acteurs. Donc on a décidé avec la communauté de professionnels de vous proposer un cycle à portée méthodologique en s'appuyant sur des échanges d'expériences. Donc le cycle, il a pour objectif de contribuer à la qualité des démarches territorialisées pour l'emploi, partager des éléments de méthode sur la démarche projet, et faciliter le passage à l'action en valorisant des actions inspirantes. Donc, il se décline en 3 parties. Aujourd'hui, première séquence, la démarche emploi, par où commencer. Le 21 juin, comment élaborer une feuille de route. Et le 23 septembre, comment passer à la mise en œuvre opérationnelle. Il est important de vous préciser que chaque webconférence comme aujourd'hui est suivie dans la semaine ou dans la quinzaine d'ateliers avec des études de cas et des témoignages. Et donc, le premier atelier, c'est vendredi prochain, le 8 avril à 14h, avec 2 études de cas. Et donc, je me permets d'en parler aujourd'hui. Les 2 sujets sont les suivants. Le premier est proposé par la rive droite bordelaise. Par quels moyens et actions innovantes les acteurs de l'emploi peuvent-ils faciliter la projection professionnelle et ouvrir le champ des possibles des habitants des quartiers, et en particulier des femmes? Et la deuxième étude de cas, elle est proposée par une communauté de communes de la Vienne. Comment accompagner les entreprises face à leurs difficultés de recrutement dans un contexte de quasi plein emploi? Donc, on vous enverra le lien tout à l'heure pour vous inscrire pour cet atelier de la semaine prochaine. Laurine, est-ce que tu peux nous présenter le contenu de cette webconférence ? Avec plaisir, le sujet du jour. Du coup, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule, comme le disait mon collègue Christophe, la démarche emploi, par où commencer ? On va se poser plusieurs questions, notamment pourquoi on s'engage dans une démarche pour l'emploi et à quels objectifs cela répond, quel mode de faire aussi, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet par exemple, et quelle est la capacité des territoires à animer l'écosystème local, à faciliter les coopérations et puis à faire durer cette dynamique partenariale pour l'emploi.
Donc, au programme de ce jour, nous allons accueillir dans quelques minutes pour une conférence introductive Olivier Verhaeghe, qui est expert en emploi, économie et compétences. Nous aurons également un double témoignage avec Kenny Bertonazzi, qui est adjoint au quartier Pau-Est, chargé de l'emploi, de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire et des mobilités douces, donc à la ville de Pau, située dans les Pyrénées-Atlantiques au sud de la région. Et nous accueillerons également Philippe Fouché, qui est responsable du service développement social de la communauté de communes Aunis Sud, donc située en Charente-Maritime. Nous aurons donc une interview croisée de ces témoins et un échange avec notre expert du jour. Et puis la conférence se terminera à 11h30 normalement. Si vous avez des questions, je le rappelle, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions tout au long de la conférence du jour. On les relaiera et puis nos intervenants pourront y répondre au fil de ce webinaire. Merci Laurine. Dit, je crois. Merci Laurine pour cette présentation. Avec plaisir. Et je vous propose d'accueillir donc notre premier intervenant, Olivier Verhaeghe. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Donc Olivier, je vais vous laisser la parole pour nous apporter des éléments de cadrage sur finalement le sujet du jour, mais je dirais le cycle en général, puisqu'on va s'inscrire dans la durée. Et donc je vais vous laisser la parole pour nous rappeler un peu des fondamentaux sur l'emploi, de quoi on parle, à quels enjeux cela répond. Et puis peut-être les grandes questions à se poser pour démarrer une démarche territorialisée pour l'emploi. Donc, c'est à vous, Olivier. Bon, merci. Donc, juste un mot pour me présenter. Je suis donc Olivier Verhaeghe. J'ai deux activités très imbriquées l'une dans l'autre. Une activité de conseil en prospective métier et GPEC territorial. Donc, je travaille à la fois pour des branches professionnelles et des observatoires de métiers d'une part, et d'autre part pour des collectivités ou des EPCI. Et puis, ma deuxième activité, c'est le développement d'un site qui s'appelle My Better Job, qui permet d'aider les mobilités professionnelles, d'éclairer la façon dont les individus peuvent évoluer professionnellement, notamment se reclasser en cas de perte d'emploi. Donc, on va voir, pour appuyer mon propos, je vais vous commenter quelques éléments de présentation. Alors, évidemment, le sujet est tellement riche et vaste et passionnant que c'est très, très introductif. Hein, puis le but du cycle, c'est de commenter et développer tout ça. Mais quelques éléments qui me paraissent en tout cas importants à avoir en tête et à aborder dès le début, parce que la question de l'emploi, en fait, elle est très multifactorielle et donc il faut savoir effectivement par où on commence et par quelles questions en particulier. Voilà. Alors, vous le voyez sur cet écran, je disais cette question de l'emploi est multifactorielle. En fait, l'emploi, il est à la croisée de plusieurs choses, du développement économique ou des difficultés économiques aussi, de l'évolution de l'actualité économique du territoire. Hein. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Vous voyez qu'on est passé d'un contexte très perturbé, voire figé avec les confinements successifs, à une phase de reprise très dynamique depuis le printemps, puis à des incertitudes très fortes actuellement pour les raisons géopolitiques que vous connaissez. Il y a aussi la façon dont, indépendamment de la conjoncture, les métiers évoluent parce qu'il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles organisations, les marchés changent et donc les métiers changent aussi et ça veut dire que ces métiers peuvent avoir besoin de compétences nouvelles et au contraire voir certaines compétences déclinées. Si vous prenez le cas de l'industrie automobile et même de l'aéronautique dans un terme un petit peu plus lointain, la remise en cause des motorisations classiques fait que, je suis bien passé pour le savoir parce que j'accompagne ça en ce moment, mais des ingénieurs motoristes thermiques classiques sont en train de perdre leurs emplois parce qu'il faut aujourd'hui investir sur l'hydrogène et l'électricité en batterie, si vous voulez, plutôt que sur ces solutions classiques. Donc les métiers se transforment, les métiers ont des dynamiques qui peuvent être différentes, même dans des secteurs d'activité qui vont bien. Et puis il y a l'état du marché du travail et notamment la capacité du territoire. Et là, on arrive à nos problématiques de pays, d'agglomération, de quartiers, à apporter en quelque sorte à développer les compétences dont a besoin l'économie locale et surtout à permettre à tous
Ça, c'est un sujet important et qui me tient fort à cœur, à permettre à tous, et en particulier à tous les jeunes, qui seront donc tous les adultes de demain, parce que la jeunesse est une maladie dont on guérit vite, de trouver un emploi et surtout d'évoluer professionnellement par la suite. Donc, l'emploi, c'est pas un sujet, et surtout, ça n'est pas un dispositif. Enfin, ça, je pense que vous le saviez, mais il y a une espèce de tort, je pense, partagé aussi bien au niveau national que dans les régions et les territoires, à souvent aborder les problèmes sous une forme très opérationnelle et très tournée vers des dispositifs, même s'il y a des dispositifs très intéressants, et on va en parler tout à l'heure. Il faut vraiment se poser des questions de cause de la situation du marché du travail quand on commence à travailler sur ces sujets-là. On peut passer au suivant, merci. Voilà, alors j'ai tenté un exercice impossible qui est d'essayer de clarifier le qui fait quoi dans la question des politiques liées au marché du travail en France. Et donc on a plusieurs échelles. Je mets le côté européen de côté communautaire parce que disons que l'Europe est un partenaire des opérateurs, mais n'intervient pas, enfin ne décide pas en direct de la nature des politiques publiques qui sont mises en œuvre dans les territoires. Si on prend donc l'ensemble les principales politiques qui contribuent au bon fonctionnement normalement d'un marché du travail sur court terme et long terme. Alors j'espère que vous ne serez pas étonné de voir arriver la petite enfance. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi tout à l'heure, mais la petite enfance, concrètement, c'est ce qui permet notamment de réussir autant que possible une formation initiale inclusive et de lutter contre les déterminismes familiaux, hein, l'empreinte très forte que le milieu d'origine a sur la réussite scolaire notamment. Ça, c'est une compétence des communes, éventuellement appuyée par les intercos dans certains cas, mais globalement une compétence communale. Et puis, on a des financements nationaux, notamment des dépenses de financement de la politique enfance, la politique famille. La réussite éducative, on est sur un partenariat ou pas, ou plus ou moins réussi et efficace et systématique entre les communes et l'État, et particulièrement l'éducation nationale. J'ai quelques exemples un peu douloureux à évoquer si des questions se posent là-dessus. Le soutien scolaire également. Le soutien scolaire, vous voyez, là j'ai mis l'accent sur les communes, mais évidemment, si l'éducation nationale, typiquement, ne signale pas les élèves en difficulté, c'est compliqué de travailler tout seul. La carte des formations initiales, compétences, c'est à région, mais à laquelle les branches professionnelles et aujourd'hui, en réalité aussi, les entreprises elles-mêmes contribuent directement. L'enseignement supérieur, région, État. À chaque fois, c'est pareil sur le transparent suivant, à chaque fois, on a au moins deux parties prenantes, sachant que ça ne va pas en se simplifiant, puisque effectivement l'assouplissement d'un certain nombre de règles et d'organisation de la répartition des compétences fait que on voit arriver aujourd'hui, par exemple, les entreprises dans la création de formation initiale, le développement de l'apprentissage, ça fait monter en puissance, et c'est une bonne chose à mon avis, mais les entreprises dans le portage de formation. Voilà, on peut effectivement passer. Voilà. Donc vous voyez, le marché du travail, il est très lié au code du travail, ça va de soi. On l'a bien vu d'ailleurs depuis 5 ans avec les évolutions et plus avec les évolutions juridiques en la matière. Hein, ça a des effets directs. La formation continue. Alors là, on se demande, on va plus vite en se demandant qui n'y est pas. À vrai dire, le département y est en partie. Les départements, dans certains cas, quand ils financent la formation des bénéficiaires du RSA. Le développement économique, là on est sur un périmètre très très multi-acteurs. La question des mutations économiques et donc de leur anticipation, potentiellement, on pourrait même mettre les structures intercommunales puisqu'elles ont la compétence développement économique et quelquefois elles s'investissent sur ce sujet-là. Et enfin, l'insertion. Donc, vous voyez, en synthèse, on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de champs politiques et la question qui se pose en premier lieu, c'est comment on coordonne tout ça. En tout cas, comment on travaille ensemble, parce que un objectif qui serait la coordination de tous ces acteurs et toutes ces politiques, à mon avis, serait sans doute exagérément ambitieux. Même si on peut avoir un effet d'animation, de pilotage, de coordination fort, en particulier de présidents ou de présidentes d'interco, à condition qu'il y ait un portage politique important. Je vais y revenir.
Alors, je vois qu'il y a une question sur les régions sur les mutations économiques. Oui, oui, effectivement, il y a aussi les régions sur les mutations économiques. À vrai dire, on a une... et là, j'ai pris que quelques principaux acteurs, mais on pourrait prendre des institutions qui relèvent du niveau national, mais qui ne dépendent pas forcément directement de l'État. Je pense à des acteurs comme la Caisse des dépôts, qui joue un rôle important aussi dans le financement d'un certain nombre des ingénieries, notamment qu'on verra après. Bon. Donc, il y a ce travail-là, on sait qu'on le commence, on ne sait jamais quand on l'arrête tout à fait. Ah, je fais du bruit quand je mets le pied sur le pied. D'accord. Alors, l'autre point important, au-delà de la prise de conscience de la complexité de cet environnement-là, et ça, je pense, c'est vraiment le point de départ de toute réflexion sur les politiques locales qu'on peut mener en faveur de l'emploi, c'est de savoir les objectifs qu'on se donne exactement. Si on a un objectif de baisse immédiate du nombre de chômeurs, là, on va avoir un partenariat et des types d'actions publiques qui vont mobiliser évidemment Pôle emploi et les acteurs de l'insertion, qui vont mobiliser des leviers de développement économique, des leviers de formation de demandeurs. Donc, on sera sur des dispositifs rapidement mobilisables qui globalement tournent bien et sont maîtrisés aujourd'hui, mais qui n'empêcheront pas sur moyen terme, le stock en quelque sorte de demandeurs d'emploi, et notamment de demandeurs d'emploi de long terme, de se reconstituer. Voilà. Malheureusement. On pourra revenir là-dessus et expliquer pourquoi. L'accès à l'emploi, l'insertion, là, on élargit un petit peu le spectre ou le champ, parce que c'est pas parce qu'on a des offres d'emploi disponibles et des demandeurs d'emploi qu'on peut nécessairement faire l'articulation entre les deux. Donc, il faut aussi faire en sorte que les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi se rapprochent du marché du travail. La réponse à un sinistre économique, c'est-à-dire une mauvaise nouvelle à l'instant T, on va avoir aussi des réponses de type développement économique qui seront et reclassement professionnel qui vont mobiliser les cellules de reclassement, donc le droit, en quelque sorte, les institutions ou les opérateurs prévus par le marché du travail, donc l'entreprise elle-même concernée, quand on a affaire à une grande entreprise en tout cas, qui vont mobiliser les branches professionnelles, Pôle emploi, qui peuvent aussi mobiliser aujourd'hui, c'est ce que je fais en ce moment sur un territoire dans l'ouest dans les Yvelines, dans l'ouest de l'Île-de-France, des plateformes à mon avis intéressantes et porteuses de développement. Il y a la même chose chez Stellantis à Poissy, qui consiste à organiser des passerelles professionnelles entre des salariés qui perdent ou risquent de perdre leur emploi ou acceptent d'entrer dans un plan de départ volontaire, pour les accompagner vers un reclassement dans d'autres entreprises locales qui, elles, se développent. La réponse aux difficultés de recrutement, ça va être évoqué également, et on a des participants qui sont pleins sur ces sujets-là. Et le plein emploi à moyen et long terme. Alors, on dit, et d'ailleurs, ça a été déjà évoqué, cette expression-là depuis le début, la question du plein emploi dans certains territoires, au risque de doucher certains enthousiasmes. Je ne pense pas qu'on soit au plein emploi. C'est pas parce qu'on a des difficultés de recrutement dans un grand nombre de métiers qu'on est au plein emploi. On a une demande d'emploi de longue durée, de long terme, et puis globalement un taux de chômage qui est encore à plus de 7%, ce qui est très élevé par rapport aux autres pays européens, et on a un taux d'activité, donc une part des adultes qui sont réellement sur le marché du travail, donc soit demandeurs, soit occupés, qui est plus faible que la moyenne des pays comparables. Donc des réservoirs de main-d'œuvre, si j'ose dire, on en a encore beaucoup, et on est très, très loin, y compris dans les territoires où ça va le mieux, du plein emploi. Enfin, on peut s'en approcher à certains endroits, mais et pour ma part, et sans m'immiscer davantage dans le débat politique actuel, je ne pense pas que des objectifs de taux de chômage à 5% soient à portée de main, compte tenu de ce qu'est la main-d'œuvre disponible, une partie de la main-d'œuvre disponible aujourd'hui. Ou alors il va falloir faire des efforts de réinsertion et de rapprochement du marché du travail considérables. On en fait beaucoup déjà depuis quelques années. Voilà, donc la question du plein emploi à moyen et long terme, en fait, elle est indissociable de la qualité de la main-d'œuvre sur le marché du travail. Vous verrez dans ce document un peu plus loin que c'est un vrai problème en France, et qu'on a une proportion d'adultes
se situant au plus faible niveau de qualification, qui est importante et plus importante que dans des pays européens comparables, en tout cas l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord, l'Angleterre y compris, et ça pénalise énormément notre potentiel rapprochement du plein emploi. Si on veut être efficace là-dessus, sur le plein emploi, mais on peut passer page au transparent suivant, si on veut être efficace là-dessus, il faut effectivement se poser des questions qui sont assez éloignées de ce qu'on entend habituellement par les politiques d'emploi, c'est-à-dire des politiques éducatives, voire des politiques préscolaires, de préscolarisation. Voilà, donc quelques exemples ici d'actions, de dispositifs, d'initiatives qui ont été mises en œuvre. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est pas parce que la politique d'emploi est censée relever du domaine de l'État que les territoires, et notamment les communes et les EPCI, n'ont rien à y faire. Et à mon avis, l'essentiel de ce qui peut être fait à moyen et à long terme pour prévenir le chômage, pas pour le baisser à court terme, mais pour le prévenir, c'est ce maillage-là, cet échelon-là, qui en a le contrôle. Je travaille actuellement sur une GPEC territoriale sur le territoire de Dunkerque, qui est un territoire dans lequel il y a énormément d'investissements et de création d'emplois en ce moment pour différentes raisons. N'empêche qu'on a des métiers en tension en très grande quantité et un taux de chômage qui reste nettement supérieur à la moyenne nationale parce que précisément on a un niveau de formation de la population qui est souvent faible. Donc il y a beaucoup d'actions qui peuvent être initiées, et vous en avez ici quelques exemples. L'autre aspect, et les deux autres aspects qui sont liés à ce que peut faire une commune et surtout un EPCI ou un pays, c'est convaincre, mobiliser les partenaires, et là-dessus aussi, le grand mérite que peuvent avoir les structures intercommunales et les démarches de GPEC territoriales quand elles les engagent, c'est qu'elles apportent aux partenaires, et notamment à l'État et à la région, une vision claire des besoins réels du marché du travail et de recrutement des entreprises. Et donc ça, cet apport d'expertise est important. Passer page suivante. Voilà. Voilà, donc vous voyez le cheminement, si je synthétise un peu à l'extrême. Donc la première question à se poser, c'est vraiment quels objectifs. Est-ce qu'on a des objectifs de court terme, répondre à des difficultés de recrutement immédiates, répondre à un niveau de chômage ou un nombre de demandeurs d'emploi immédiatement élevé ou qui a été accru par des difficultés récentes, ou est-ce qu'on est sur un travail qui vise vraiment à venir à bout du chômage de masse dans lequel quand même on continue à être aujourd'hui. 5 minutes, oui. Et de ça, si vous voulez, va découler tout le reste, notamment quels partenaires on mobilise, quel portage politique on met en œuvre aussi. Si on veut travailler sur une politique d'inclusivité du marché du travail à long terme, il faut aussi mobiliser des élus directement liés aux politiques éducatives du territoire et aux politiques de petite enfance. Et donc, aussi un point important, que chaque territoire impliqué dans une GPEC territoriale prend en compte nécessairement, c'est que ça va commander le développement de ressources humaines dédiées. C'est-à-dire qu'il va falloir recruter, ou en tout cas dédier des gens, et dans les deux cas qui nous seront présentés tout à l'heure, et dans tous que je connais qui ont pu travailler là-dessus, j'en ai fait une quarantaine de GPEC territoriales, il y a forcément des ressources humaines dédiées qui acquièrent une expertise ou qui ont déjà une expertise. Voilà. Alors l'évolution du marché du travail, quelques éléments de mise en contexte, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait que les recrutements se développent et sont alimentés sur un marché du travail? Évidemment, l'évolution de l'activité économique et donc de l'emploi, mais aussi les départs en retraite. Et ça, c'est quand on est dans une période de difficulté économique, c'est surtout ça le moteur, paradoxalement. Et les mobilités professionnelles, c'est-à-dire les gens qui cessent d'exercer un métier à l'instant T et en choisissent un autre. Et donc, il faut être capable de mesurer ça. Et un des défis statistiques notamment et quantitatifs de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les territoires, c'est d'arriver à des estimations, comme on va le voir dans quelques instants. L'analyse des besoins de formation, donc elle est liée à tous les facteurs que j'ai évoqués, donc évidemment à la réponse aux besoins de mobilité professionnelle, mais à la transformation des métiers également, et puis au fait qu'on peut avoir dans certains cas des difficultés liées à l'obsolescence de certains référentiels de formation en formation initiale ou en formation continue. Voilà, donc quelques illustrations. Donc ici, des prévisions d'évolution de l'emploi et des recrutements dans les principaux métiers d'un territoire.
On peut passer à la suivante. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, c'est pour vous montrer ce à quoi on arrive. Alors, ce transparent est intéressant parce que c'est issu de l'exemple que j'ai pris. J'ai pris cet exemple qui est évidemment pas dans la région, bien que je connaisse bien les territoires de Nouvelle-Aquitaine en particulier. Je pense que j'y ai plus travaillé que dans aucune autre région. Mais là, c'est un cas presque d'école. Vous voyez, les métiers verts sont des métiers en tension. Sur le territoire de Dunkerque en l'occurrence, dans lequel on a pourtant un taux de chômage supérieur de 2 points à peu près à la moyenne nationale. Et donc l'immense majorité des métiers de ce territoire aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté de recrutement quand ils sont des métiers industriels ou des métiers du numérique. Donc dysfonctionnement du marché du travail concrètement. Voilà. On peut passer à la suivante. Et les réponses qui peuvent être apportées, ça va être l'adaptation de la carte des formations initiales par exemple. Dans certains cas, bon courage, parce que c'est pas évident du tout de négocier ça et de faire valoir ça. C'est peut-être plus facile dans votre région que dans d'autres, que je ne citerai pas. Mais c'est aussi la réponse par de la formation continue. On a, en particulier dans l'industrie, mais aussi dans le numérique, toute une série de référentiels de formation qui permettent de former peut-être pas facilement, mais beaucoup plus simplement que dans d'autres branches, des demandeurs d'emploi à ces métiers-là. Et en plus, on bénéficie en ce moment, depuis plusieurs années, de financement de la formation de demandeurs dont on n'a jamais vu d'équivalent sur longue période, avec le plan d'investissement dans les compétences. Le petit regret peut-être qu'on peut simplement avoir là-dessus, c'est que dans certaines régions, on investit... j'en connais une dans laquelle on investit un demi-milliard d'euros chaque année dans la formation de demandeurs d'emploi, mais si on dit il faut créer un nouveau plateau technique dans un lycée professionnel, la réponse est non. La cohérence de tout ça m'échappe un peu. Voilà, exemple de propositions d'action qui peuvent être des propositions à court terme sur la mise en place de formation de demandeurs d'emploi, évidemment. Ça, c'est le pain quotidien des acteurs, notamment de Pôle emploi et de la région et des branches professionnelles. Et puis aussi, mieux articuler le développement économique, l'anticipation des implantations, des bonnes nouvelles notamment, et les actions de formation. Et là, on peut passer à la suivante. Alors, je vais juste vous montrer une illustration pour expliquer ce que j'évoquais à propos de la formation initiale très brièvement. Là, vous avez, c'est une donnée éducation nationale, donc ça ne peut pas être suspect de mauvaises intentions, a priori. C'est l'évolution du niveau de maths en CM2 depuis 87 des jeunes évalués, donc tous les 10 ans à peu près, en France, des jeunes Français. Voilà. Quand vous voyez la dynamique de la courbe, 87 c'est en haut et 2017 c'est en bas, vous vous dites qu'on va avoir du mal effectivement à répondre à des besoins de main-d'œuvre dans les métiers de l'industrie, dans les métiers du numérique, qui sont quand même un tout petit peu des métiers clés aujourd'hui et demain. Bon, mais merci Olivier pour ce propos introductif qui cadre bien le sujet. Je précise aux participants que ce support de présentation sera envoyé. Vous aurez le temps de regarder plus en détail, notamment les illustrations sur les démarches GPECT, sur les statistiques, les schémas qui étaient à la fin de cette présentation. On va s'arrêter là pour l'instant. Merci Olivier. Et je vais appeler nos deux témoins à nous rejoindre en plateau. Et Olivier nous rejoindra tout à l'heure pour une discussion pour le débat. Donc, nous accueillons Philippe Fouché. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes responsable du service développement social de la communauté de communes Aunis Sud en Charente-Maritime. Et Kenny Bertonazzi. Bonjour Kenny. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal et communautaire à la ville et l'agglomération de Pau, chargé de l'emploi, de l'insertion de l'ESS et des mobilités douces. Donc, Pau, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, je le précise. Nous allons donc démarrer ce témoignage croisé. Je vais démarrer par vous, Philippe. Donc là, on rentre dans des choses qui sont très très concrètes et je vais vous demander de nous raconter votre expérience et l'expérience de votre territoire, donc de la communauté de communes Aunis Sud. Et la première question, c'est de nous raconter pourquoi vous avez démarré cette démarche autour de territoire zéro chômeur. Qu'est-ce qui vous a motivé, les élus et le territoire dans son ensemble, à vous lancer dans cette aventure? D'accord. Donc, je vous propose peut-être déjà, avant de démarrer, peut-être un petit point de cadrage, pour le coup, à la fois sur le territoire, de quel territoire on parle, de quel territoire
comment il se compose, et puis un petit point de cadrage également sur ma mission, puisque en fait, voilà, j'étais effectivement responsable du service développement social jusqu'au 1er février, donc ça a changé, hein, mais pour le coup, c'est moi qui disposais au sein de cet EPCI, un peu de l'histoire un peu globale de la démarche, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le territoire Aunis-Sud, c'est une communauté de communes qui est composée de 24 communes à l'est de La Rochelle. 24 communes, 32 000 habitants, plutôt rural, effectivement. La ville la plus importante à 6 000 habitants, et après ça descend relativement vite quand même. Avec un niveau de chômage qui est relativement important, hein, qui est autour globalement sur l'ensemble du territoire autour des 12%, mais avec des différences quand même extrêmement marquées entre chaque commune, hein. Certaines communes effectivement frisant, voire parfois dépassant effectivement les 15% effectivement de taux de chômage, et en plus avec un taux de chômage de longue durée quand même très très significatif. Puisqu'au niveau du taux de chômage, on n'est pas forcément très différent par rapport au reste du département, mais clairement sur cette question du chômage de longue durée, c'est quand même une problématique assez typique malheureusement effectivement du secteur. Alors comment est née cette démarche, cette aventure entre guillemets? Tout d'abord, c'est le président de la CDC qui est venu sur un forum qui s'est déroulé sur Bordeaux effectivement. Alors j'ai pris mes petites notes parce que c'est vrai que pour me rappeler un petit peu des périodes. Donc en décembre 2018, donc ça commence à dater un petit peu, et où il a entendu parler effectivement de la démarche territoire chômeur longue durée. Et puis donc il est revenu effectivement emballé sur le territoire. Donc il rentre dans mon bureau et il me dit Philippe, là j'ai découvert quelque chose qui me semble intéressant. J'aimerais bien qu'on y jette un œil, voir si on pouvait effectivement travailler sur ce domaine-là. Bon, j'ai commencé, je connaissais pas du tout, donc j'ai commencé à regarder un petit peu à droite à gauche ce qui peut exister, notamment en me promenant un petit peu sur Internet. Bon, là, j'ai découvert effectivement le principe effectivement de la démarche, mais bon, ça restait encore relativement flou. Et quelques mois après, j'ai eu l'occasion d'aller sur une journée porte ouverte sur un des sites qui était actuellement en expérimentation, donc le site de Mauléon, qui était quand même pas mal médiatisé par rapport à ce domaine-là. Mauléon dans les Deux-Sèvres. Mauléon, effectivement, dans le nord de Sèvres, tout à fait. Donc, c'est aussi dans la région, mais c'est vraiment à l'extrême nord, effectivement, de la région. Et là, j'ai découvert, effectivement, un certain nombre de salariés qui avaient été, effectivement, des salariés de longue durée et qui étaient très impliqués et très engagés, effectivement, dans des nouveaux emplois qu'ils avaient créés sur le territoire. Mais bon, j'ai trouvé ça, je me dis, bon, c'est extraordinaire, ça fonctionne. Mais par contre, je suis parti avec plein de questions. Je suis resté quand même assez dubitatif, puisque effectivement, les principes un petit peu généraux effectivement de territoire zéro chômeur, c'est de considérer que ce n'est pas l'argent qui manque, c'est pas le travail qui manque sur les territoires, et que tout le monde était employable. Donc avec un passé plutôt de travailleur social, c'est vrai que bon, on se rend compte quand même un petit peu au quotidien que ces trois affirmations semblent pas si simples que ça, hein, notamment sur la question de l'employabilité, de l'intégrité des personnes qui sont au chômage. On se dit effectivement il y a des gens qui sont tellement éloignés que voilà, le parcours peut être quand même extrêmement compliqué. Là où j'ai vraiment compris effectivement un peu mieux comment ça fonctionnait, c'est en visionnant effectivement un reportage qui était sur M6 effectivement quelques mois à la suite, que malheureusement on peut plus voir parce que c'était également un reportage sur le site de Mauléon, hein, qui avait été fait par Marie-Monique Robin, donc réalisatrice très très engagée quand même dans ce type de domaine-là, et d'autres d'ailleurs. Et par rapport à ça, j'ai effectivement revu les mêmes personnes en tout début de démarche, qui étaient les gens que j'avais l'habitude de voir effectivement au quotidien, qui étaient parfois très déconnectés effectivement de l'emploi, qui semblaient effectivement très éloignés effectivement de l'emploi. Et je me suis rendu compte qu'en quelques mois, effectivement, ces personnes-là qui semblaient très éloignées de l'emploi, avec cette démarche-là, en fait, réussissaient effectivement à devenir des gens tout à fait employables et tout à fait actifs dans la démarche.
Donc il y a eu toute une période après, pour le coup, on s'est engagé, il y a eu une démarche plus politique au niveau de la CDC, puisque au départ on était quand même avant tout sur une démarche qui a engagé le président. Le président voulait s'engager là-dessus, mais on n'avait pas forcément de volonté politique partagée autour de cette question-là jusqu'à ce moment-là. Alors, on a commencé à travailler sur cette démarche-là sur le territoire, commencé à mettre en place un certain nombre de groupes de travail pour essayer de voir comment ça pouvait se mettre en place, qui ont plutôt bien démarré, parce qu'en fait, il y avait comme une habitude sur le territoire de travail en partenariat avec un certain nombre de partenaires importants de l'emploi. Je pense à la mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, etc. Notamment du fait qu'on avait sur le territoire une maison de l'emploi. Alors, pas une maison de l'emploi au sens Borloo du terme, mais un espace partagé où globalement on avait l'habitude de travailler de concert et d'essayer de résoudre effectivement au quotidien les situations effectivement des personnes qui étaient à la recherche d'emploi. Donc assez spontanément, beaucoup de personnes se sont mis autour de la table, et notamment par rapport à les différents d'autres territoires, des partenaires qui des fois sont pas faciles à forcément impliquer. Je pense notamment à Pôle emploi, qui sur certains territoires effectivement ont eu du mal effectivement à se mettre dans ce type de démarche, parce que ça rentrait dans une attitude professionnelle qui est pas habituelle. Donc là, effectivement, toute cette démarche est plutôt bien engagée. Et après, on est rentré effectivement, on est parti avec une collègue à moi qui s'est engagée également sur la démarche. On est parti en formation auprès de l'association nationale Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Et là, on a rencontré d'autres territoires. Et c'est là notamment qu'on a vu que on était plutôt bien avancé sur cette démarche, puisque tout le monde avait à peu près compris effectivement la démarche. Enfin, il nous semblait que tout le monde avait à peu près compris. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'effectivement, on a plutôt bien avancé, mais est arrivé sur ce moment-là, autour de mars 2020, deux éléments un peu particuliers. Bien évidemment, le Covid, et aussi un autre point qui était quand même important, notamment autour des intercommunalités, les élections municipales et communautaires. En sachant que le premier tour, effectivement, s'est fait mi-mars, mais que le deuxième tour s'est fait quand même au mois de juin, et pour le coup, l'installation des conseils communautaires s'est fait quand même très tardivement. Pour notre part, effectivement, il s'est commencé au mois de juillet, mais il a vraiment commencé à fonctionner en septembre 2020. Donc, il y a eu toute une période un peu de latence, entre guillemets, où il restait effectivement un certain nombre d'anciens élus. Et là, donc, ça tournait en gros autour du président, des vice-présidents de l'époque. Mais on avait, pour ainsi dire, plus effectivement de dynamique politique sur le territoire. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a eu quand même un gros bémol, à la fois au niveau des partenaires, mais au niveau également effectivement des élus sur le territoire par rapport à l'engagement dans la démarche. Alors nous, en tant que techniciens, on a continué de travailler sur le domaine et de commencer à travailler sur des petits groupes, des groupes un peu plus restreints, puisqu'évidemment, se voir en présentiel, c'était quand même très compliqué. Mais voilà, on a continué à travailler sur cette démarche-là. Mais voilà, ça a mis quand même un petit peu de temps à toute cette latence-là pour redémarrer, effectivement, pour essayer de redémarrer quelque chose de plus actif à compter de septembre, effectivement, septembre ou octobre 2020. Voilà un petit peu sur le lancement de la démarche. Alors, je vous propose de continuer et peut-être de rentrer un peu maintenant dans le comment et dans finalement toute cette animation de la communauté d'acteurs diverses. Comment vous organisez cette gouvernance, ce comité local pour l'emploi, ces groupes de travail? Est-ce que c'est facile de mobiliser cette diversité d'acteurs? Et est-ce que c'est facile de les faire adhérer à l'horizon commun? Alors que, vous l'avez dit, cette philosophie de territoire zéro chômeur, elle n'est pas si simple que ça à s'approprier. Et puis qu'on peut avoir des intérêts divergents parce qu'un commerçant, un entrepreneur, un travailleur social, un élu, une association de proximité ont chacun une part à jouer, certes, mais peut-être un avis qui n'est pas tout à fait le même que le voisin. Comment on fait pour emmener tout le monde, et notamment dans la durée? Tout à fait. Alors, je crois que là, vous avez donné un petit peu le mot-clé sans faire de mauvais jeu de mots. Effectivement, ce qui est important effectivement dans la démarche, c'est notamment cette gouvernance un peu spécifique qui est autour de ça. Enfin, la gouvernance en soi, elle n'est pas si spécifique que ça. C'est plutôt la démarche
j'aurais tendance à dire la démarche intellectuelle qu'il y a autour de ce projet. Moi, peut-être que je vais peut-être vous parler un petit peu de ma propre démarche, un petit peu comment elle a évolué effectivement, et ça permet effectivement de se dire effectivement comment elle doit évoluer pour que on arrive à travailler effectivement de concert sur cette question-là. Je vais revenir notamment sur les trois points effectivement, les trois principes effectivement de territoire zéro chômeur, qui sont il y a de l'argent, effectivement, il y a effectivement suffisamment d'argent, et notamment comment fonctionne effectivement TZ, c'est que notamment on va réguler effectivement le coût des personnes privées d'emploi, non pas vers de l'aide à l'emploi, mais de l'aide à la création d'emplois sur un territoire, ce qui est quand même foncièrement différent. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on est sur des politiques là depuis très longtemps, hein, puisque effectivement le droit à l'emploi c'est un droit constitutionnel. C'est marqué dans le préambule effectivement de la Constitution que tout le monde a le droit à un emploi. Et tout le monde a le droit, a le devoir de travailler, et tout le monde a le droit à l'emploi. Voilà, c'est formulé de cette matière-là. Sauf que ce principe-là, il fonctionne bien évidemment tant qu'on est dans une situation de plein emploi. Puisque ça permet effectivement de considérer que ça peut fonctionner de ce principe-là tant qu'il y a effectivement de plein emploi. Alors, pas très longtemps après la Constitution, en 1958, étaient créées effectivement les questions effectivement de l'aide à l'emploi pour le coup. Qui était une façon un peu compensatoire effectivement, puisqu'aujourd'hui un emploi, on peut considérer que c'est le modèle de l'emploi, c'est on a un emploi et en contrepartie, on a un salaire. Voilà. Le modèle du non-emploi, c'est on n'est pas en capacité de proposer un emploi, donc en contrepartie, on propose une compensation financière, une indemnité pour le coup, qui permet effectivement de compenser l'absence d'emploi. Donc ça, effectivement, comme je disais, ça fonctionne tant qu'il y a, de manière sur un temps déterminé. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet d'attendre de la personne de trouver un emploi, mais si cette période-là dure trop longtemps, ça ne fonctionne plus, puisque évidemment ça va permettre de fonctionner d'un point de vue purement financier, mais par contre l'emploi il y a d'autres valeurs, enfin ça il apporte d'autres choses, il apporte notamment une insertion effectivement dans la société, et c'est quand même un élément important en deçà effectivement du côté financier. Et ça, clairement, l'indemnité ne fonctionne pas du tout sur ce système-là dès qu'on travaille sur de l'emploi qui dépasse une certaine durée. Donc c'est vrai que quasiment pas tout à fait tous, mais la grande majorité effectivement des aides à l'emploi qui ont été créées par la suite, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, elles ont toujours été sur ce principe-là, sur un système un peu compensatoire et palliatif, quoi. Le principe pour le coup de territoire zéro chômeur, c'était de considérer, de se dire, bah oui, un chômeur ça coûte cher, mais ça coûte cher à la société, pas uniquement par l'intermédiaire de la question de l'indemnité, puisqu'il y a un certain nombre d'autres coûts induits. Quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui souvent a des problématiques de santé. C'est aussi des gens qui ont des problématiques pour se loger correctement, etc. Et donc globalement, c'est aussi quelqu'un qui pour le coup ne produit pas effectivement, il ne produit pas effectivement de valeur effectivement. Donc globalement, une personne privée d'emploi de longue durée, ça coûte à la société en moyenne, il y a un calcul très pointu qui a été fait. Je vous invite à aller voir notamment le rapport qui est sur le site de Territoire Zéro Chômeur longue durée, qui est un pavé effectivement qui explique un petit peu tout ça, coûte environ 18 000 euros par ETP. Donc c'est quand même relativement important, et c'est bien au-delà, bien évidemment, de la question bien au-delà effectivement de la question de l'indemnité. Ça représente globalement pas loin de 43 milliards quand même d'euros par an, effectivement, sur le territoire français. Donc c'est considérable. Donc l'idée effectivement de TZ, c'est de se dire, cet argent-là, plutôt qu'effectivement il soit perdu, le terme n'est pas adapté, mais effectivement là, sans produire de l'emploi derrière, qu'il puisse être réinjecté sur les territoires pour pouvoir effectivement créer de l'emploi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur la question des questions de la finance. Le deuxième point, c'est du travail, il y en a. Sur cette question-là, c'était de considérer, de regarder au niveau des territoires un certain nombre d'emplois qui pourraient être utiles au territoire, mais qui aujourd'hui ne sont pas effectivement pourvus. Alors ça peut être très très varié. Ça peut être effectivement, je pense notamment, si on regarde par exemple l'exemple de Mauléon. Il y avait sur une commune un petit peu éloignée, il y avait un dépôt de pain qui ne fonctionnait plus parce que il y a plus forcément les moyens de le faire fonctionner. Donc ce dépôt de pain a été réouvert, et pour le coup il est tenu
en partie par des habitants et en partie par des gens, effectivement, qui ont été salariés grâce, effectivement, à un territoire zéro chômeur. Donc voilà, il y a ça. Il y a effectivement des gens qui, par exemple, qui peuvent être âgés, qui ont besoin, effectivement, de lien social et puis de travailler, de faire leur jardin, mais qui, pour le coup, n'ont pas, effectivement, la capacité physique de retourner à terre, etc., qui vont faire appel, éventuellement, à un territoire zéro chômeur pour venir donner ce soutien, mais qui ne sont pas forcément en capacité. De l'autre côté, c'est ça aussi la question du modèle économique, qui ne sont pas forcément en capacité de payer forcément au coût du marché. Pour le coup, la personne paiera effectivement au niveau de ce qu'elle peut payer, et c'est ces fameux 18 000 € qui arrivent sur le territoire. Alors 18 000 €, c'est arrondi parce que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais bon, c'est pour simplifier un petit peu le principe. Ces 18 000 € vont pouvoir permettre de compenser effectivement le coût réel du temps de travail, qui effectivement, en sachant que globalement sur l'ensemble des territoires TZ, les gens sont payés au niveau du SMIC, quelles que soient effectivement les missions qu'ils vont avoir derrière. Donc ça, c'est considérer effectivement qu'il y a un certain nombre d'emplois utiles sur le territoire qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller remettre un petit peu à la lumière, et il y en a effectivement beaucoup. Alors beaucoup qui sont autour de l'aide sociale, qui sont beaucoup autour de l'environnement, notamment autour de l'économie circulaire. Il y a quand même beaucoup d'emplois qui gravitent autour de ces thématiques-là, qui sont des thématiques clairement, évidemment, en développement, c'est tout à fait logique, mais c'est un bon espace de ressources par rapport à cet élément-là. Et le dernier point, et c'est là effectivement qui est particulier, et c'est là que pour le coup, ne serait-ce que pour moi et pour un certain nombre d'autres personnes sur le territoire, et je pense notamment aux travailleurs sociaux, aux gens de Pôle emploi, etc., les missions locales, etc., les gens des structures d'insertion, considérer effectivement que tout le monde est employable, effectivement, ça paraît relativement, c'est pas forcément un réflexe effectivement logique. Alors, quand on parle de zéro chômeur, bien évidemment, on parle effectivement des gens qui sont inscrits à Pôle emploi, un certain nombre de personnes qui sont invisibles, et sur les territoires, selon les territoires, il peut y en avoir beaucoup. Alors, évidemment, comme ils sont invisibles, ils ne sont pas faciles effectivement à quantifier, mais ça peut aller jusqu'à pas loin de 30% de personnes supplémentaires qui sont effectivement sans emploi depuis de longue date. Et qui, pour le coup, ne sont plus forcément en recherche, puisqu'ils pensent ne plus pouvoir effectivement exercer. Donc ça, c'est effectivement le point important, c'est cette question de l'employabilité, et elle s'obtient comment ? Un des points, moi, que j'ai cru peut-être un peu magique par rapport à Territoire zéro chômeur, c'est que contrairement à pas mal d'autres aides à l'emploi, on est sur de l'emploi qui est durable, puisque les gens sont embauchés en CDI. Donc c'est quelque chose, voilà, globalement, les gens sont embauchés en CDI, et ils sont embauchés sur un temps choisi. Autre exemple que je vais utiliser notamment sur Mauléon, un père de famille, effectivement, qui a eu où sa femme, il y avait un grave accident de voiture, elle est décédée, et il venait d'avoir 2 enfants, qui étaient très jeunes. Et c'est quelqu'un qui avait tout un tas de compétences, et notamment qui était comptable. Sauf que sur le territoire de Mauléon, en fait, tous les postes de comptables ne sont que des postes de comptables à plein temps. Donc lui, avec sa situation familiale, il était impossible de trouver un boulot. Dans le cadre effectivement de Territoire zéro chômeur, il a un poste de comptable actuellement, qui est un poste de comptable qui est autour de 70 ou 80%, puisqu'il a dégagé effectivement du temps supplémentaire pour effectivement s'occuper globalement de sa famille. Donc c'est des fois des choses qui peuvent paraître assez basiques, mais c'est aussi la question de se dire, est-ce que c'est parce que l'habitude, vous l'avez évoqué tout à l'heure, etc., c'est qu'on a quand même l'habitude d'essayer d'adapter la personne qui est en recherche d'emploi à l'entreprise, et non pas l'inverse. Alors que clairement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'un, mais clairement, c'est quand même un certain nombre de blocages viennent aussi de ce côté-là. Et je voyais d'ailleurs, il y a 2-3 jours, je regardais effectivement le site de Pôle emploi, et de plus en plus, on commence à voir apparaître des offres qui mettent effectivement, voilà, on recherche quelqu'un à 35 heures, mais globalement, si ça arrange, ça peut être 30 heures, ça peut s'arranger, etc. On a des horaires qui peuvent être adaptés, etc. Donc je pense que ça commence à rentrer un petit peu dans les logiques, mais ça reste quelque chose d'assez original quand même sur cette approche effectivement emploi. Philippe, merci. On va s'arrêter là pour l'instant. On va passer donc
on va se télédéporter dans le sud de la région, dans le Béarn. Donc, Kenny Bertonaldi, je vous laisse la parole pour cette même première question. Comment vous avez démarré votre démarche pour l'emploi, ou peut-être vos démarches, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter à Pau. Donc, je vous laisse la parole pour raconter l'histoire paloise. Merci, bonjour à tous. Alors, ce que je vais pouvoir évoquer, enfin, ça fait écho à ce que l'on vient d'entendre d'Olivier ou Philippe. Pau, c'est une ville moyenne de plus de 70 000 habitants, 160 000 avec l'agglomération. C'est une ville c'est un territoire qui est très équilibré, qui a la chance d'avoir de l'administration, de l'économie, des transferts sociaux liés aux personnes qui viennent passer leur retraite, transferts sociaux liés aux minima sociaux, qui a la chance d'avoir une administration qui est forte. Donc c'est un territoire très équilibré qui a souffert, mais qui était toujours relativement résilient et qui n'a pas souffert au point de mettre en place, par exemple, un comité de bassin d'emploi. Donc la question de l'emploi était bien entendu travaillée de manière efficace par le service public de l'emploi et tous les opérateurs et tous ceux qui sont investis autour de l'emploi sur le territoire. Il n'y avait pas cette démarche de coopération, collaboration. Et ça a été la volonté première, c'était de pouvoir faire de l'emploi un facteur d'attractivité, une ambition qui soit au service de l'attractivité économique et de la cohésion sociale. La signature de la ville de Pau qu'a souhaité François Bayrou, ça a été Pau capitale humaine. Et ça traduit l'ambition qui est, même si on est une ville moyenne, c'est pouvoir apporter tout ce que l'on peut apporter et tirer vers le haut en termes d'infrastructures, de propositions, d'offres de services culturels, d'appui. Mais c'est également de faire une priorité de cette relation, de cette proximité, de la taille qui fait qu'on peut maintenir, renforcer ce lien. Et donc l'idée, ça a été c'est de créer des ponts entre l'économie et l'emploi, donc pour créer de nouvelles dynamiques et de nouvelles solidarités qui correspondent aux réalités locales, en répondant aux besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi, et notamment les plus fragiles d'entre eux. Parce que dans chaque collectivité, quelle qu'elle soit, l'important, c'est de pouvoir effectivement prendre en considération les personnes qui sont à un moment donné de leur vie, de leur parcours professionnel, en situation de plus grande fragilité. Donc, comment on a opéré pour cela? On peut peut-être passer, voilà, parfait. Donc, la première chose, c'est de faire un état des lieux. Un état des lieux, de faire de la concertation et d'avoir une construction qui soit partagée. Alors, l'état des lieux, il est fait sur la base d'études réalisées localement et puis réalisées également par un cabinet spécialisé. Et Olivier Verhaeghe est intervenu d'ailleurs à ce moment-là. L'idée aussi d'avoir cette construction partagée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut rassembler un collectif dans un cadre un peu formalisé, de manière à pouvoir le projeter dans la durée. Donc ça a été cette démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Et lorsqu'on a fait cet état des lieux, cette concertation, cette construction partagée, il y a différentes actions qui sont apparues prioritaires, complémentaires à celles opérées par le service public de l'emploi et légitimement pouvant être mises en œuvre par la collectivité. Voilà. Donc, ça a été une des premières actions, c'est l'accroissement des moyens existants. Alors, le plan local d'insertion et d'emploi, c'est de se dire, on a mesuré que les actions qui étaient mises en œuvre, quand on additionnait les forces de chacun, Pôle emploi, mission locale, les structures d'insertion par l'activité économique, le pli, etc., eh bien, il était nécessaire de pouvoir maintenir l'effort d'accompagnement et même de le développer. Donc là, il y a eu un travail très important de manière à
à optimiser le temps d'accompagnement. Je ne rentre pas dans ces détails, mais on accompagne 560 personnes. C'est plus de 30% qui retrouvent un emploi durable, beaucoup avec des parcours également ou des emplois de plus courte durée, mais avec un très fort taux de sortie dynamique. Là, je n'ai mis que l'emploi durable en CDI ou CDD de plus de 6 mois. Un gros travail sur les clauses d'insertion, la capacité qu'ont les collectivités à s'appuyer sur le levier de la commande publique pour en orienter une partie vers les personnes qui sont en situation de fragilité, en proposant donc, je ne rentre pas dans le détail non plus, sur les différentes clauses qui existent, mais c'est 64 000 heures enfin 64 000 heures, et ça représente 40 équivalents temps plein. Et puis on avait un club emploi. Un club emploi, c'est un quartier prioritaire avec des antennes mission locale, le plan local d'insertion en emploi et des actions particulières déjà, quelque chose qui préfigurait un petit peu les cités de l'emploi dont nous pouvons bénéficier. Donc on a été labellisé l'année dernière et on démarre cette année. Voilà. Donc ça, c'était l'accroissement des moyens existants. Et puis, il y a eu de nouvelles actions. Peut-être la diapositive. Alors, il faut pouvoir donner les diapositives. J'ai préparé ça dans le train ce matin. je pensais pouvoir le faire, mais j'ai été rattrapé par le vilain virus ces derniers jours. Je vous rassure, je suis sorti d'isolement il y a peu avec un test négatif. Donc, ça a été cette démarche de gestion territoriale des emplois et compétences, et on ne communique pas sur un terme comme celui-là. On dit souvent, l'arrière-cuisine peut être complexe, compliquée, il y a beaucoup d'ustensiles, il faut beaucoup d'acteurs, beaucoup de dispositifs, mais il faut que ce soit le plus lisible possible. Cette lisibilité, elle passe également par l'appellation. Donc, en réalité, emploi, c'est le fait d'avoir une démarche qui soit totalement connectée au territoire et aux réalités de ce territoire en termes d'emploi. Donc, il y a d'abord, effectivement, ce qui était évoqué, ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier, c'était la création d'un service emploi compétences qui n'existait pas sur l'agglomération. Et là, c'est le plus important, parce qu'effectivement, il faut pouvoir donner les moyens à cette ambition. Et ça passe par là, par des femmes et des hommes qui ont été recrutés avec des profils particuliers, puisqu'ils sont des profils issus de l'entreprise. Des gens très investis sur le territoire, enfin sur leur territoire, mais dans le domaine avec une expérience de l'emploi, de l'économie, de l'entreprise en général. Important parce que dans notre capacité à pouvoir créer de la relation avec les acteurs du territoire, l'entreprise est un maillon essentiel. Identifier, c'en est différentes actions, identifier, promouvoir les métiers en tension, construire un paquet RH en commun en réponse aux besoins des TPE-PME, l'accompagnement des conjoints, ça c'est un facteur important d'attractivité également, alors pas pour les personnes qui résident, mais lorsqu'on essaie aussi d'attirer de nouveaux talents, c'est souvent les conjoints qui suivent donc madame ou monsieur sur le territoire, qui peuvent avoir des difficultés parfois à rebondir, et donc que l'on accompagne. Pardon de vous couper, oui. Un argument, ça, quand vous recrutez quelqu'un, quand vous êtes en train de recruter, de dire, si jamais on vous reprend, votre conjoint, votre conjointe, on va lui proposer un accompagnement particulier. C'est vraiment un... Alors c'est vendeur. Alors c'est vendeur, sachant que c'est un service que l'on propose, alors pas aux très grandes entreprises qui ont leur propre service sur le sujet, mais qu'on propose aux TPE-PME du territoire. Ce n'est pas qu'un service au service de la collectivité. Bien sûr, alors, on peut en bénéficier aussi, mais c'est au service du territoire et des TPE-PME du territoire. Et c'est effectivement un plus, ça fait partie, c'est un facteur d'attractivité supplémentaire de pouvoir présenter une offre préparée, c'est-à-dire que le territoire est prêt à accueillir, le territoire est prêt à proposer des compétences, le territoire est prêt à accueillir des conjoints, le territoire est prêt à accueillir
de nouveaux talents, de nouvelles entreprises, et ça participe à l'attractivité. Emploi à tout âge, on sait que l'âge est un facteur discriminant, premier facteur discriminant dans l'accès à l'emploi, et que il faut pouvoir mettre en place des actions particulières, c'est ce que nous avons fait. Sur quelle tranche d'âge particulière, là, emploi à tout âge? Plus de 55 ans. Les seniors? Oui, plus de 55. Alors, c'est assez mouvant à chaque fois, junior, senior. Alors, il faut pouvoir, là, plus de 55 ans, même si on sait très bien que, malheureusement, même à partir de 50 ans, on voit que le besoin souvent existe, surtout quand il n'y a pas eu une évolution des qualifications en cours de la carrière professionnelle. Et que plus le temps passe, plus cela devient difficile. Le Rallye des Pépites, alors, une organisation singulière que vous connaissez peut-être, qui est sur d'autres territoires et qui permet de mettre en valeur l'activité économique et d'organiser un rallye avec des équipes de demandeurs d'emploi ou d'autres entreprises, de mixer demandeurs d'emploi, entreprises, de partir à la découverte d'un territoire. Bon, c'est quelque chose de très original, très convivial. Cap parrainage, marqueton de l'emploi, des actions essentielles qui sont de comment est-ce que j'arrive à structurer sur le territoire cette dimension d'accompagnement et comment est-ce que j'incite les entreprises à pouvoir s'inscrire dans cette démarche. Voilà. Et à chaque fois dans des cadres formalisés qui permettent de durer, hein, parce que ce qu'on recherche, c'est quand même la durée. Donc là, on a je ferai un petit focus tout à l'heure sur le cap parrainage. Et puis des actions nouvelles, on en parlait tout à l'heure, soit des actions qui sont nées de l'expérience et des manques que l'on a pu identifier en avançant. Eh bien, ça a été, alors, plateforme mobilité, ça concerne tous les territoires. La plateforme langagière, donc ça, c'est le service, notre service emploi compétences, qui, lors de certaines actions, une que je évoquerai tout à l'heure, Génération Emploi, où on perçoit que la barrière de la langue est souvent un facteur essentiel d'inclusion et qu'il est nécessaire parfois de mieux structurer cette dimension-là. Donc, ça a été le travail au travers de cette plateforme, en partenariat avec Pôle emploi. My Better Job, qui est un peu l'aboutissement digital, là aussi travaillé avec Olivier Verhaeghe. L'idée, c'était, au départ, on l'a vu dans la démarche de plan réalité emploi, c'est essayons de construire les liens, les passerelles qui permettent au maximum de pouvoir rapprocher les opportunités qui existent sur le territoire et les personnes qui vivent sur ce territoire, et notamment celles qui sont en situation de fragilité. Comment est-ce que j'arrive à dialoguer avec des entreprises pour qu'elles diminuent des prérequis et qu'elles puissent intégrer des compétences en faisant de la préqualification, etc. Voilà, c'est tout ce mécanisme-là. Alors d'abord, de meilleure promotion de certaines activités, mais aussi de comment est-ce que j'arrive à tisser ce lien. Et My Better Job, c'est un peu un aboutissement, une plateforme digitale qui permet, sur une vision de ce qu'est l'emploi à un moment donné, mais aussi sur un travail prospectif qui est réalisé, de découper cela en termes de compétences, de le rapprocher des compétences des personnes que l'on accompagne sur le territoire, ou qui recherchent un emploi, ou qui sont accompagnées, de pouvoir croiser cela et de pouvoir, quel que soit le métier que l'on a tous, on est dans l'incapacité, en tant qu'être humain, de pouvoir aborder l'ensemble des possibilités des métiers quand on les découpe en termes de compétences. On a souvent des visions, des préjugés sur de très nombreux métiers, et quand on découpe tout cela en compétences, on s'aperçoit qu'on est en capacité de pouvoir aller sur de nombreux champs que l'on n'aurait pas imaginé si on n'avait pas fait cet effort-là. Donc c'est un peu, voilà, c'était l'objectif et l'ambition de l'outil.
une action très... pardon, juste avant, j'ai oublié, la crèche à vocation d'insertion professionnelle, qui est un outil important, notamment pour les familles monoparentales, de pouvoir avoir des places avec des horaires adaptés, un accompagnement particulier pour pouvoir accéder à l'emploi lorsqu'on est seul et qu'on a de très jeunes enfants. CV Street, alors CV Street, c'est l'affichage en grand de grandes affiches de personnes, en recherche d'emploi. Je vois, on me dit, il faut conclure. Je suis désolé, c'est toujours trop... Pourtant, j'avais calculé 15 minutes. Hein. Pardon. Donc, je passe. Donc, ce qui est important, c'est dans l'espace public, on met, on affiche dans l'espace public des photos de personnes qui sont en recherche d'emploi. L'idée, c'est que chacun, à son niveau, puisse s'approprier. On ne cache pas la demande d'emploi, les difficultés rencontrées dans la recherche d'emploi, ça concerne tout le monde. Et l'idée, c'est celle-là, c'est de dire, voilà, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien, il y a une solidarité, il y a un territoire, des acteurs, et il faut qu'il y ait de la solidarité sur ce territoire. Et l'idée d'inscrire dans le paysage public, voilà, cette démarche-là, en fait partie. Bon. J'aimerais que vous disiez un mot du pôle l'ARR, parce qu'il est emblématique de tout ce que vous avez fait ces dernières années. Je le passe juste sur les diapos suivantes, je vais vite passer. Voilà, là, c'était cas parrainage, simplement pour dire qu'il y a 104 candidats, par exemple, par niveau de formation, qui ont été... On peut passer la diapo suivante. Voilà. Le profil des parrains par taille d'entreprise, on voit que c'est important parce qu'on a plus de 80 parrains, avec beaucoup de parrains dans des petites entreprises ou des moyennes, et puis aussi de très grandes. Pardon Kenny, mais on partagera le PowerPoint avec les participants. Pour dire quand même que ça produit du résultat, et c'est c'est quand même ce qui est attendu à la fin, mais ça vous aurez les chiffres. On peut passer. Génération Emploi, qui est pas une espèce, c'est une masterclass. Vous aurez un lien vers un petit film qui décrira l'action, qui est une très belle action. On partagera également la vidéo. Et le pôle ARR, alors là, c'est un projet très ambitieux. Notre idée, on a un très beau projet de rénovation urbaine sur un quartier prioritaire, Saragosse. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir un lieu qui soit où on ait tous les outils liés à l'emploi, à l'accompagnement professionnel, mais aussi à l'accompagnement à la création d'entreprises, et puis d'avoir de l'activité sur ce même lieu. Tourner prioritairement vers les personnes du quartier, mais qui a un rayonnement qui dépasse le quartier, même peut-être la ville. Et donc l'idée, alors on est parti, on a été visiter différentes choses, on n'a rien trouvé qui soit aussi singulier, on a trouvé des choses approchantes, mais rien qui soit aussi singulier. Et aujourd'hui, donc, est sorti de terre le bâtiment que l'on a vu, dans lequel on va avoir du logement étudiant, du logement jeunes travailleurs. Dans le bâtiment qu'on voit à droite, on va également avoir l'école de Thierry Marx, cuisine mode d'emploi. On va avoir des services publics, et dans le bâtiment de gauche, un pôle entrepreneurial dans lequel on va avoir les services liés à l'emploi, de l'accompagnement de projets, au financement de l'économie sociale et solidaire. On va avoir l'école de la deuxième chance, une fabrique du numérique Simplon. Donc des acteurs de la formation. Et on a quelque chose de très ambitieux, 11 000 m², avec une dimension environnementale très forte sur le bâtiment. Et là, on a quelque chose, un lieu un peu totem sur nos sujets, avec une forte coloration économie solidaire, qui permettra de travailler, d'aller plus loin sur ces sujets. Le pôle, donc l'ARR, ouvre début 2023. Et on espère bien emmener des professionnels le visiter. Et ça sera avec grand plaisir. Dans sa dimension vraiment très très originale, dans sa dimension aussi politique de la ville, parce qu'on est quand même sur un quartier prioritaire, emblématique de Pau. Et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels et d'élus qui seront intéressés pour le visiter. Olivier nous a rejoint pour qu'on poursuive l'échange un petit peu à bâton rompu.
Je trouve que votre intervention, elle illustre bien le côté et complexe et multidimensionnel de l'emploi, parce que vous avez un nombre d'interventions assez incroyable sur je dirais des grands sujets et des sujets qui pourraient paraître plus modestes, mais qui sont très importants, comme la petite enfance, comme la mobilité, c'est plus majeur, mais vous avez donné plusieurs exemples qui montrent qu'il y a plein de leviers à lever, des freins à lever pour rapprocher des personnes éloignées d'un emploi peut-être plus stable. Olivier, je vous propose peut-être de réagir par rapport à ce que vous avez entendu et à ce que vous avez dit en préambule. Qu'est-ce que ces témoignages vous inspirent et qu'est-ce que vous avez envie de partager? Je pense qu'il y a deux choses qui me frappent dans les deux cas, dans les deux territoires. La première chose, c'est l'importance du politique au moment de l'impulsion en particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment l'engagement du président de la communauté de communes, de la communauté d'agglo, qui permettent de mettre tout le monde sur les rails, je dirais. Enfin, de dire, il y a une ambition, et donc attendez-vous à ce qu'on bouge un peu les murs. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et je pense, et je l'ai vu dans d'autres territoires, j'ai monté ou tenté de monter, parce que ça n'a pas toujours marché, mais une trentaine de partenariats locaux, économie, emploi, formation, en quelque sorte. Souvent à l'époque des maisons de l'emploi, enfin, il y en a toujours des maisons de l'emploi, mais elles sont un peu moins vaillantes qu'il y a quelques années. Elles ont laissé quelques plumes au fur et à mesure des coups de rabot budgétaires. Et on voit très bien qu'un des facteurs qui font que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est qu'il y a une impulsion politique qui met tout le monde en dynamique ou pas, et notamment qui permet de légitimer l'initiative locale par rapport à des acteurs comme Pôle emploi, par exemple, mais d'autres aussi, qui peuvent avoir un effet soit d'opposition, soit d'inertie, qui revient au même, in fine. Voilà. Sachant que tout ça n'est pas seulement lié à des logiques d'organisation. Moi, j'ai vu Pôle emploi avoir des comportements totalement différents d'un territoire à l'autre. Donc, il y a évidemment une autonomie locale qui joue, et on peut avoir des partenariats magnifiques. Le territoire dont je parlais tout à l'heure, c'est le cas, dans certains cas de figure. Et ce qui marche bien peut un jour cesser de marcher pour des raisons personnelles. Voilà. Et le deuxième aspect qui me paraît important, c'est que l'impulsion politique, je pense qu'elle joue un rôle, mais comme son nom l'indique, c'est une impulsion. C'est-à-dire qu'à un moment, le partenariat doit trouver son équilibre, sa dynamique. On ne va pas avoir le maire ou le président de l'agglo à chaque réunion pour légitimer tout le monde, quoi. Et donc, pour ça, il y a besoin d'un portage technique et politique opérationnel. Et alors la grande particularité, la singularité de Kenny, je pense, c'est qu'il est à la fois très impliqué en tant qu'élu dans ces questions de politique de l'emploi et de la formation et de l'insertion. Et par ailleurs, c'est un professionnel aussi de l'insertion. Donc, il a la double casquette, ce qui est extrêmement précieux. Je ne dis pas qu'il faut que tous les élus aient cette double casquette-là, mais il y a une expertise qui permet ça aussi. Et on le voit dans la présentation que Kenny a faite, notamment du plan de réalité emploi. C'est impressionnant de diversité d'ingénierie, de public visé et de technicité aussi des savoir-faire mis en œuvre. Parce que il y a aussi une bonne équipe, quoi. Voilà. Bonjour Jean-Jacques, qui est là. Donc voilà, il y a une vraie bonne équipe et ça c'est important parce que si vous voulez, vis-à-vis des partenaires locaux, le portage politique et la qualité de l'animation technique font que c'est logique qu'on ait l'agglo sur ces sujets-là. Et du coup, effectivement, le pôle l'ARR qui est quand même il y a des cas qui se rapprochent de ça, mais avec un niveau d'ambition pareil, moi j'ai pas de connaissance de cas similaires. C'est en quelque sorte, c'est la consécration un peu de l'incarnation physique de toute cette expertise et de cette volonté politique-là. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir les deux. C'est-à-dire si l'élu, et notamment l'élu principal, ne donne pas un grand coup d'épaule dans la machine au début, ça ne va pas démarrer tout seul, parce que c'est ce que je montrais au début de mon propos. Foncièrement, on voudrait faire en sorte que ça ne tourne pas dans les territoires, c'est exactement l'organisation qu'on mettrait en place. Voyez, mais on a beau être dans une situation compliquée, complexe même, et pas cohérente, il y a moyen de faire des choses, la preuve. Voilà. Donc, mais veillez à avoir ça, veillez à avoir à la fois cette technicité et puis ce portage politique qui permet qui est indispensable pour démarrer et
et assurer la légitimité dans le temps des choses. Et ce qui est important aussi, c'est que moi j'ai vu, parce que les premières plateformes de partenariat que j'ai mises en place, c'était il y a 15 ans, j'ai vu des équipes municipales changer, hein, c'est le propre des démocraties. Et si on a des pratiques de coopération, d'échange d'informations, de synergie, de complicité au sens amical du terme qui se sont mises en place, ça résiste à ça. Voilà. Et alors, il faut le faire vivre, hein, il faut de l'animation, mais on peut y arriver par l'acquisition, comme ça, l'acculturation des pratiques coopératives. Est-ce que vous souhaitez réagir sur le portage politique, on en a parlé, mais sur le portage technique et finalement cette animation, tous les deux, hein, sur cet enjeu permanent, finalement, ce défi de maintenir en tension positive et en haleine une communauté d'acteurs. Tout à fait. Alors d'autant que je me suis laissé un peu embarqué dans mon enthousiasme par présenter effectivement le principe de TZ, donc je ne suis pas rentré trop dans le. J'ai pas trop répondu à la question d'ailleurs, la question du pilotage. Et pour le coup, oui, je pense qu'il y a effectivement deux pilotages complémentaires qui sont vraiment essentiels, mais qui sont aussi essentiels dans la durée, parce que clairement. Je parle de TZ, mais j'aurais tendance à dire l'idée, c'est quand même de l'élargir à toutes les démarches emploi qui, à mon avis, peuvent rentrer tout à fait dans la même logique, hein, si on veut que ça fonctionne. À la fois, il y a bien évidemment qu'il faut une technicité pour mettre en action effectivement les partenaires locaux. Hein, effectivement, ça c'est, je pense que c'est entre autres le rôle des techniciens, mais il y a aussi pour le coup clairement aussi un rôle politique qui est très marqué, à la fois pour lancer la dynamique, mais aussi pour mettre aussi dans la même démarche les autres acteurs politiques qui font du territoire. Et notamment, ça a été évoqué un petit peu en introduction, hein, ça ne se joue pas qu'au niveau du territoire, ça joue au niveau du département et de la région, etc. Et pour le coup, ce relais aussi politique, parce que pour reprendre l'exemple encore une fois de TZ, un des relais qui doit être important, notamment dans le cahier des charges clairement de la deuxième loi de TZ, le département doit être impliqué dans la démarche, mais doit aussi être impliqué en partie financièrement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y avait, si on me 18 000 euros, mais que c'est un petit peu plus complexe, hein, même si la participation du département est largement plus symbolique, hein, et qui ne devrait pas effectivement gréver de manière importante les budgets des départements. Hein. D'autant qu'ils gagnent sur une autre facette, puisqu'évidemment, ils n'ont plus de RSA qui va en contrepartie. Donc, dans le coup, c'est une opération plutôt blanche à leur niveau, c'est clair. Mais par contre, ils doivent effectivement être impliqués dans la démarche. Et ça, clairement, ce n'est pas des choses qui ne sont pas forcément si évidentes que ça selon les départements. Et puis, c'est vrai que le rôle, pour le coup, du politique est aussi important pour mettre aussi en ordre de marche les autres étapes, effectivement, et les politiques aussi locaux. Ce que je n'ai pas dit aussi, pour le coup, nous, c'est que j'ai parlé effectivement des territoires de 32 000 habitants, hein, mais 32 000 habitants, c'est environ 1 500 personnes privées d'emploi durablement. Donc clairement, créer 1 500 emplois sur 5 ans, techniquement, c'est quand même pas rien, hein, sachant que sur les 10 territoires expérimentaux, ils ont été créés autour de 1000, pour le coup, sur 10 territoires. Donc là, c'était une fois et demie ce qui avait été fait sur 10 territoires. Donc c'était effectivement compliqué. Et là, la deuxième loi a imposé des territoires plus restreints, ce qui a d'ailleurs donné un petit coup de frein sur le territoire, et notamment sur le côté politique, puisqu'on a réduit sur 4 communes. Hein, dans le coup, on arrive effectivement autour du nombre d'habitants effectivement concernés. Et on est autour de mémoire de 4000 habitants et par rapport à ça, environ effectivement 500 personnes privées d'emploi durablement, ce qui est déjà considérable. Et par rapport à ça, au niveau de ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour le coup, il a fallu aussi remotiver très spécifiquement les communes qui sont impliquées dans la démarche, puisqu'elles ont un rôle bien important effectivement en relation avec les personnes privées d'emploi, en relation à trouver des locaux sur lesquels on peut développer, en relation effectivement avec les types de travaux qu'on peut aussi développer sur cette partie du territoire. Ça serait quoi, Kenny, les difficultés que vous rencontrez finalement, ou des échecs d'ailleurs, hein, mais des petites difficultés un peu chroniques dans l'animation de cet écosystème? C'est quoi le défi permanent pour garder cette diversité d'acteurs, pas que partie prenante, vraiment fortement mobilisés dans vos démarches? Ça peut s'illustrer à travers un exemple, hein, ou de manière peut-être plus
plus chronique Non, c'est un petit peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. Il est certain que ce qu'il faut, ce que l'on recherche, c'est l'inscription de cette coopération et de la faire durer. Hein, c'est le plus difficile. Alors, il y a bien entendu l'impulsion politique qui est importante, qui donne un élan fort, qu'on a la chance d'avoir eu avec notre maire, président, et voilà, qui a permis de faciliter, donc, notamment la mise en œuvre de moyens. Ensuite, c'est le fait d'avoir cette équipe très professionnelle dont je parlais tout à l'heure, qui permet de pouvoir aussi, dans la durée, pouvoir construire, concevoir, développer, suivre les projets. Après, ce qui est plus difficile, c'est que les projets, il faut toujours imaginer qu'ils ont un début et une fin. C'est-à-dire que ce qui est le plus difficile, par exemple, on prend... alors ça a été d'autant plus difficile ces dernières années, notamment avec la crise sanitaire, où il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination pour maintenir certaines actions ou les transformer. Mais on voit qu'il y a des projets et des fois on s'habitue à les faire, par exemple, chaque année, faire un événement. On s'aperçoit qu'il n'est peut-être pas nécessaire de le faire chaque année, il faut peut-être le faire à des temporalités différentes, le faire tous les 2 ans par exemple, parce que les choses s'essoufflent. Il y a toujours l'engouement et puis le potentiel. Encore une fois, donc, c'est de pouvoir faire durer les choses dans la durée. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver à chaque fois des cadres qui permettent d'avoir cette équipe très professionnelle, encore une fois, qui permet de concevoir, développer, suivre. L'impulsion, bien entendu, primordiale. Et puis, il y a... les gens ont envie de partager, les gens ont envie de transmettre leur savoir, de pouvoir accompagner. Alors, ils ont leurs contraintes, leurs exigences liées à leur financement, au cadre. Et il faut essayer d'apporter, de créer des moments. Et des moments, ça peut être aussi... on n'a pas pu le faire avec la crise sanitaire, mais on le faisait, des moments un peu de célébration, où on va avoir, à un moment donné, dans l'année, un moment avec des ateliers, avec de la conférence, avec de la convivialité, qui va nous permettre de faire le point et de partager des projets. Finalement, à vous entendre, c'est un nouveau projet, il y en a pas mal, qui permet de remobiliser le partenariat de manière globale, à travers une cité de l'emploi, à travers un TZCLD ou une génération emploi. Alors, Territoires zéro chômeur, c'est en lui-même un projet d'une telle ambition déjà qu'il agglomère déjà beaucoup de partenaires d'énergie autour de lui. Donc, je ne vais pas en parler, je ne vais pas en parler, on est dans la même démarche. Non, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que un projet, il a un début, il a peut-être une fin. Hein, et que on va peut-être passer à autre chose, construire autre chose, imaginer autre chose, ou le faire, ou donner les moyens au projet de perdurer si on pense qu'il faut qu'il perdure. Voilà. Mais c'est la difficulté, c'est de penser, comme c'est souvent les organisations, il y a un phénomène d'entropie, ça se disperse, voilà, ça peut s'essouffler. C'est de trouver les moyens de pouvoir se dire à un moment donné, de se donner les moyens collectivement de pouvoir dire telle action, on la maintient, on se donne les moyens de la maintenir ou de la transformer ou de l'arrêter pour passer sur autre chose. Oui, un complément, c'est que je parlais tout à l'heure des partenariats techniques. Il ne faut pas hésiter à aller au plus près des opérationnels, c'est-à-dire on peut avoir des blocages à des niveaux de management, de structure. J'ai un cas très précis d'un territoire où on nous a expliqué ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'on ne développerait pas l'enseignement professionnel tourné vers l'industrie sur ce territoire parce que c'était comme ça, voilà, et que le territoire, l'agglomération en l'occurrence, commençait à être agaçante, à poser beaucoup de questions, à suggérer beaucoup de choses, etc. Et en fait, quand on passe par l'opérationnel, c'est-à-dire en l'occurrence les enseignants, les proviseurs, les principaux, on a un public nettement plus constructif et intéressé pour faire des choses et finalement plus territorialisées, enfin plus territoriales, hein, plus enracinées sur le territoire, même si ce n'est pas forcément des gens qui en sont issus, que ce qu'on peut avoir à un niveau régional, clairement, ou académique. Donc, il y a le bon niveau de coopération aussi à mettre en place. Il faut être un peu très, très pragmatique
Et il vaut mieux 3 techniciens qui échangent de l'information par visio ou en face à face autour d'un café, mais qui a une vraie information précise, importante sur des projets d'entreprise, sur ou des fragilisations de telle ou telle PME, que des réunions un peu théoriques, disons, ou trop managériales, avec des gens qui vont donner le change, mais qui ne seront pas forcément dans des choses très concrètes, quoi. Je comprends. On arrive bientôt à la fin, donc je vais vous redonner chacun la parole, peut-être pour 1 minute. Et la question, ce serait, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux participants qui sont là et aux techniciens pour leur dire, allez-y, engagez-vous. Ceux qui sont là sont déjà engagés, mais une bonne pratique, un conseil pragmatique, un mot pour un élu ou pour un technicien, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la base de votre expérience à tous les 3? Et pendant que vous réfléchissez, je regarde juste que c'est pas une question piège, vous avez plein de choses à raconter, pour peut-être faire la comparaison avec le pôle l'ARR. Il y a effectivement le projet Inès à Narbonne, que j'ai eu la chance de faire témoigner il y a longtemps déjà, il y a quelques années, qui ressemble un peu à celui-ci, effectivement, avec ce côté vraiment multidimensionnel, multithématique, et qui rassemble un nombre de partenaires. C'est un commentaire d'Alix Imbert de la NCT. Voilà, donc, Kenny, le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de partager comme ça sur un conseil, une pratique ou un point de vigilance? Est-ce que vous avez envie? Il y aurait tant à dire. Non, ne pas oublier la convivialité, c'est important. Voilà, faire confiance à l'ensemble des acteurs, tenter de rester agile. Voilà, garder le cadre. Après, il y a de nombreuses expériences, développées sur les territoires, et on sait que la difficulté, c'est de pouvoir accéder à ces retours d'expérience et ces expériences. Vous me parlez de Narbonne. Je ne connaissais pas, donc j'aurais aimé connaître. Mais effectivement, c'est toute la difficulté, et tout l'intérêt d'avoir de vos émissions, de votre émission, de votre action, de pouvoir créer ces moments de partage et d'échange, parce qu'il n'y a rien de plus précieux dans la vie. Donc, convivialité, échange informel. Philippe? D'accord, donc ça va être l'ambition effectivement de répondre en 1 minute. Donc je vais rien dire de plus par rapport à un territoire zéro chômeur, si pour le coup j'ai laissé plein de choses qui étaient essentielles. Donc j'invite quand même pour le coup, si vous voulez en avoir plus d'informations, d'aller sur 2 sites internet, celui de territoire zéro chômeur longue durée et celui de TCLD, c'est entreprendre, je cherche le terme dans le coup, qui est la 2e association du fonds qui gère le fonds, mais qui aussi capitalise un petit peu toutes les données, etc. Et il y a beaucoup de ressources à l'intérieur, notamment toutes les évaluations qui sont extrêmement précises. Donc c'est quand même un bel élément de ressources. Il y a bien évidemment le film de Monique Robin, qui est Nouvelle Cordée, qui est plus récent effectivement que celui que j'évoquais tout à l'heure, et qui pour le coup est en salle, visible dans quelques salles, c'est pas forcément partout, mais qui peut être intéressant. Un certain nombre de livres qui sont sortis aussi sur cette démarche, qui expliquent tout de manière assez précise. Voilà, donc je dirais pas plus de choses. Le seule chose que je dirais pour le coup, qui à mon avis est transposable, encore une fois, c'est cette particularité de mettre autour de la table, dans l'action, tous les partenaires. Et quand on parle de tous les partenaires, j'aurais tendance, je pense notamment aux 2 partenaires un peu initiaux qu'on avait un peu oubliés dans les démarches. Je pense la personne qui charge de l'emploi et l'entreprise. À la limite, voilà, c'est ces 2 partenaires qu'on n'a pas forcément mis dans la boucle, effectivement, de l'emploi. Et c'est cette spécificité d'approche, notamment de TZ, qui est tout à fait transposable. Et clairement, dans la mobilisation des élus, pour revenir aussi sur cette question-là, ça a été aussi un des déclencheurs pour mobiliser les autres élus, en disant, voilà, aujourd'hui, parce que la crainte aussi des autres élus et la crainte aussi des personnes privées d'emploi, c'est de dire, bah ouais, vous êtes bien gentil, mais on essaie d'imaginer un truc, mais si ça marche pas, parce que là, aujourd'hui, on est dans une démarche pour rentrer dans l'expérimentation. On prépare, entre guillemets, mais on n'est pas encore dans l'action véritable de créer les emplois. Mais si pour le coup, ça fonctionne pas. Et en fait, la réponse est relativement simple. C'est que de toute façon, ce qui est important,
bon, évidemment, si on est retenu effectivement comme territoire expérimental, c'est quand même un sacré bonus, hein, parce que évidemment, ça ramène effectivement des ressources qu'on n'a pas autrement. C'est quand même important. Mais il faut aussi savoir que dans la démarche territoire zéro chômeur, dans les autres territoires qui ont déjà fonctionné, il y a environ 30% des gens qui retrouvent de l'emploi. Hors, effectivement, du système classique de l'entreprise à but d'emploi qui est dans le territoire zéro chômeur. Donc, c'est quand même avant tout cette démarche-là qui est engagée sur les territoires, qui est importante, qui est à la fois une démarche de territoire, mais qui implique tout le monde, effectivement. Et j'aurais tendance à dire, même si on n'est pas retenu comme territoire expérimental, effectivement, cette habitude de travailler ensemble et d'une autre façon, c'est quelque chose qui restera. Et c'est ça qui est à mon avis essentiel à retenir dans la démarche. Il y a une valeur ajoutée, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas labellisé, et qu'on a fait du bon travail d'animation. Tout à fait. Olivier, un dernier mot? Peut-être trois points qui me paraissent importants, sans revenir sur ce qu'on a évoqué sur le portage, etc. Mais le premier point, c'est de prendre le temps d'analyser justement l'état du territoire en termes d'économie et de marché du travail et de le faire ensemble, et notamment de chercher les causes des symptômes actuels. C'est pour ça, d'où la petite enfance, les politiques éducatives qui sont des sujets majeurs, même si on ne s'attend pas forcément à en parler quand on parle d'emploi et de formation des adultes. Mais ça me paraît vraiment très important. La deuxième chose, c'est continuer comme ce matin à vous intéresser à ce que font les autres territoires, parce que on a bien vu l'usine à gaz des politiques d'emploi, de formation dans les territoires, enfin la grande diversité des pratiques. Et c'est l'exemple de Narbonne, par exemple, qu'on vient de pointer là, mais la communauté de communes de l'Estuaire, pas très loin d'ici, autour de Blaye, a créé un centre de formation locale, public, il y a quelques années. La maison de l'emploi de Villeneuve-sur-Lot, qui est arrivé des bricoles depuis, mais a fait un travail d'animation, de captation des besoins de recrutement des entreprises très intéressant en partenariat avec les autres acteurs dans le cadre du SPEL. Val-de-Garonne Agglomération, dont vous reparlerez, qui est vraiment un exemple très intéressant de GPEC territorial aussi, avec une cité de la formation qui est un opérateur privé qui a développé des formations répondant aux besoins des entreprises de façon tout à fait intéressante. La Périgueux, il s'est fait des choses intéressantes aussi. On a beaucoup parlé de Pau, qui est vraiment un des bons exemples. Donc, vous êtes dans une région où il y a beaucoup d'élus qui se sont positionnés et qui sont actifs et créatifs là-dessus, d'élus et d'équipes techniques. Et la troisième chose, c'est s'agissant des entreprises, parce que c'est quand même l'acteur fondamental aussi, l'autre acteur fondamental dans ce fonctionnement du marché du travail. Les évolutions réglementaires, législatives et juridiques aujourd'hui donnent des possibilités très importantes de contourner toute la lourdeur, et Dieu sait qu'elle existe, notamment du pilotage de la formation initiale grâce au développement de l'apprentissage avec les entreprises. Et donc la relation avec les entreprises dans les territoires pour développer l'apprentissage, voire pour développer des formations initiales en alternance, mais avec les entreprises elles-mêmes, ouvertes à toutes, pas simplement au principal employeur du territoire, c'est quelque chose qu'il faut développer. Ce qui fait, en conclusion, que la question de la formation, je vous le disais dans mon premier point, finalement s'ouvre aux scolaires, aux politiques éducatives, enfance, etc., mais elle s'ouvre aussi à l'autre extrémité, au développement économique, à la relation avec les entreprises, et ce lien-là, il est fondamental comme il l'a rarement été jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a encore des agglos ou des territoires où on a un élu économie d'un côté, un élu emploi formation de l'autre, et pas forcément de porosité entre les deux. Là, si on veut être efficace dans la lutte contre le chômage et la réponse aux besoins des entreprises, c'est aussi en travaillant sur ces sujets de formation initiale, de formation continue, donc sur le lien avec la connaissance des entreprises et de leurs besoins. Le premier frein au développement des entreprises aussi, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de travaux qui l'ont montré et de think tanks nationaux. Le premier frein au développement des entreprises, c'est l'accès aux compétences. Ce n'est pas des dimensions financières, fiscales, etc., qui existent aussi, mais aujourd'hui, leur première problématique, c'est ça. Merci Olivier. Merci Kenny, merci Philippe, merci à vous trois, merci à tous les participants d'avoir participé à ce webinaire. Juste en conclusion, vous rappelez que nous avons donc des ateliers vendredi prochain, le 8 avril après-midi. Je ne sais pas si le lien a été envoyé, mais vous pouvez vous inscrire sur le site de PQNA. Voilà, c'est fait. Avec les 2 études de cas que j'ai mentionnées en introduction. Plus globalement, tout au long de ce cycle, on a besoin de vous pour alimenter les ateliers, donc on a besoin de vos problématiques, de vos récits, donc n'hésitez pas à nous contacter
pour les prochains ateliers. Donc les prochains rendez-vous ensuite, je l'ai dit, c'est en juin et en juillet pour web conférences et web ateliers. On vous enverra très bientôt donc une restitution de cette rencontre avec le replay et un article analytique. Donc je vous dis à très bientôt et on reste en contact avec PQNA. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.